actualité.com, Diaspo TV, un ensemble de médias à la conquête du savoir, un ensemble de médias à la conquête de la vérité et la vraie vérité. Et pour rechercher cette vérité, il faut trouver les sources, les vraies sources, les sources crédibles. Celui que j'ai reçu tout à l'heure et que je reçois sur mon plateau, il fait partie de ces personnes aux ressources qui capitalisent une intelligence, une droiture, un savoir qui, depuis près de 2 ans, nous avons couru derrière. Aujourd'hui, c'est dimanche. Boga Sako Gervais, fondateur des droits de l'homme et de la vie politique FIDOP, il est juriste, titulaire d'un doctorat en lettres modernes. Il est secrétaire général des droits de l'homme en Côte d'Ivoire depuis 2004, date à laquelle la crise ivoirienne s'est accentuée. Le docteur que je reçois, il s'est démarqué complètement de la forfaiture politique en Côte d'Ivoire pour se mettre dans un autre schéma, pour éclairer la lanterne de ceux qui comprennent mal ou qui n'ont rien compris. Et il a préféré venir en Europe. Parce que c'est ici que tout se passe. Je reçois pour vous, pour moi et pour tous ceux qui nous suivent, Docteur Boga Sako. Docteur, bonjour. Bonjour, cher ami Etienne. Ce que j'ai dit ici, il y a des choses qui ont manqué, vous pouvez en rajouter. D'abord, merci. Merci à Diaspo TV et à tous ces médias ensemble qui me reçoivent. Or, je dois dire que le travail journalistique a été plus ou moins bien fait, juste quelques petits éléments à ajuster. Comme vous l'avez dit, je suis docteur S lettres modernes, donc à la base, pas juriste, mais un militant des droits de l'homme. Parce que dans le domaine, il y a quand même une nuance entre le droit et les droits de l'homme. Donc je suis militant, engagé, devenu même expert en matière de droits de l'homme, parce que j'ai embrassé ce domaine-là depuis 1994, quand j'étais étudiant, et jusqu'à aujourd'hui. Et puis, la FIDOP, c'est aussi la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. C'est-à-dire que j'ai inventé cette structure-là pour faire le lien entre les droits de l'homme purs et la vie politique. Pourquoi? Parce que si vous étiez resté purement au service des droits de l'homme, oui, vous n'allez pas avoir les mêmes livres, les coudées franches. C'est-à-dire qu'après plus de 20 ans d'expérience, j'ai remarqué 2 choses. La première, c'est que les droits de l'homme sont victimes de la mauvaise politique en Afrique. Donc, lorsque les politiciens sont en crise grave, les droits de l'homme sont en danger. Donc, pour moi, il faut éduquer les hommes politiques, rentrer dans le milieu pour leur parler, pour les former. La deuxième chose, c'est que je reste toujours sur ma faim. Parce que toutes les organisations des droits de l'homme, tant nationales que internationales ou Amnesty Human Rights Watch, on dit les droits de l'homme dénoncent, Amnesty dénonce, la FIDOP dénonce, la LIDO condamne. Mais les faits sont déjà produits. Donc pour moi, il faut aller à la source pour faire en sorte que les faits ne se produisent même pas, qu'il n'y ait pas de morts à dénoncer. Mais si nous restons là à compter les morts, on devient inefficace. Donc pour moi, il faut que les militants des droits de l'homme soient plutôt actifs et même prévoyants. Il faut aller prévenir plutôt que de rester là, être des médecins après la mort. Alors quel bilan vous faites alors? Le bilan, il est plus ou moins catastrophique en Afrique. Oh là là. Il est catastrophique en Afrique parce que c'est chez nous qu'on tue comme si on s'amusait. Les Occidentaux, ils ont atteint ce niveau. Si bien que dans les catégories des droits de l'homme, eux, ils en sont maintenant, si tu veux, aux droits économiques et sociaux, où on règle les questions des salaires, des chômeurs, etc., le taux de chômage, etc. Mais chez nous, ce sont les droits fondamentaux, les droits élémentaires, essentiels, qui sont violés. On tue. Dès l'instant où on tue, on ne peut plus parler de droit à l'éducation, droit à la santé, il n'y a plus de vie. Vous voyez donc, notre travail, et c'est pour ça que je suis en exil. Parce que chez nous, les politiciens, ils ne badinent pas. Ou bien c'est eux, ou alors ils exterminent. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que les armes n'interviennent pas dans le milieu politique. Quiconque prend les armes dans le milieu politique, il trouvera des militants aussi déterminés comme moi sur le chemin. C'est pour cela que nous sommes toujours menacés. Et comment vous avez vécu la crise ivoirienne? Gravement. On m'a dit que vous étiez enseigné à Boaké. Tout à fait. Et tout a commencé quasiment à Boaké où vraiment... oui. C'était difficile parce que déjà à Boaké, j'étais le représentant de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, où j'ai fait vraiment mes armes. J'ai été formé
à la Lido pendant plus de 10 ans. J'étais le président de la Lido à Bouaké, quand la rébellion est advenue en 2002. J'ai connu la galère de la rébellion. Certains de nos étudiants ont été tués, ont été massacrés. Beaucoup sont rentrés même dans la rébellion avec M. Guillaume Soro. Parce que finalement, il y avait deux FESI. Il y avait la FESI de Bouaké et du Nord. Il y avait créé la coordination FESI Centre-Nord. Donc nos étudiants, certains étaient engagés aux côtés de Guillaume Soro et tout. Donc beaucoup de nos étudiants ont péri. Et moi-même, avec certains collègues et beaucoup de nos étudiants, nous avons dû marcher dans la brousse en passant par Ndjebounoua et tout cela pour sortir jusqu'à Yamoussoukro. Et puis de là, on a eu des véhicules pour sortir, pour être sauvés de la rébellion. Donc j'ai connu cela. Et quand vient encore la crise de 2010, ça c'est la totale. Et donc vous me voyez très engagé et je suis obligé d'être en exil parce qu'on ne peut pas se taire sur ce qui arrive dans notre pays. Alors tout à l'heure vous avez prononcé le nom de M. Guillaume Soro qui aujourd'hui reconnaît les bavures qu'il a commis. Il envisage même être un jour président de la République de Côte d'Ivoire. J'avoue que ce serait l'épisode catastrophe pour notre nation. Non pas que j'ai forcément quelque chose de particulier contre le cadet, le jeune frère Guillaume Soro. Je veux dire, nous sommes tous des fils du pays, nous sommes tous appelés à servir notre nation. Mais quand l'un des nôtres fait l'erreur de prendre les armes et de détruire la République, de détruire la nation, il faut qu'il se calme un peu. Il y a un problème là. Et c'est pour cela que je nous accuse tous, en tant qu'aînés. Et moi je suis jeune par rapport à certains autres aînés qui ont composé avec M. Guillaume Soro. Je leur tolère cela très difficilement. Babo Laurent composé avec lui, il a été même. Oui. Babo, Premier ministre, ministre de la Défense, oui. etc. Non, c'est pas que je veuille, parce que souvent le dossier du président Laurent Gbagbo devient un peu... Je ne veux même pas le défendre. Sauf que lui, il n'avait pas le choix. En réalité, ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'il était, en Italie, à Rome, lorsque M. Guillaume Soro a conduit la rébellion. Son pays est attaqué, il arrive. Il se rend compte que son armée ne peut pas. Elle est impuissante. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il négocie. Et ça a duré un certain nombre d'années. Et maintenant, la communauté internationale est rentrée dedans. Il n'y a plus le choix avec les résolutions des Nations Unies. Lui arrachant son pouvoir présidentiel pour le confier à un Premier ministre dit de consensus. Vous voyez? Donc ce bicéphalisme-là, finalement, il a dit, bon, on coupe court, je négocie directement avec le rebelle qui devient Premier ministre pour que mon pays reste. Donc ça, c'est différent. Mais maintenant, même l'ayant fait, la classe politique, les intellectuels auraient pu se mettre dans un côté pour dire, c'est comme si quelque part nous payons le prix de la paix, mais n'en faites jamais de ce Guillaume Soro un ami. C'est-à-dire, en le faisant, c'est comme si on avait encouragé des jeunes à prendre les armes. Donc, les aînés, nous tous, ceux qui se sont tus sur le cas, aujourd'hui par exemple, il va être président, mais oui, il a le zèle, parce que vous l'avez tellement soutenu. Enfin, je dis vous, c'est pas vous personnellement, mais nous, certains d'entre nous l'ont tellement encouragé qu'il se voit présidentiable. Non, même si dans notre nation, il n'y a plus de personnes, mais même pas de cadres, mais de personnes respectables. Parce que quand on prend les armes, je suis désolé, mais tu tombes dans la gadoue, j'allais dire, dans la déchéance la plus totale. Il faut faire en sorte que cette page-là ne ressemble plus à la Côte d'Ivoire. Parce que depuis Oufouette, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les fils méritants de la nation qui ont été au gouvernement. C'est ce qu'on nous a enseigné. Tous les ministres, on connaissait leur nom. On apprenait leur nom au lycée, au primaire. On apprenait à les connaître. Parce que quand tu rentres dans le gouvernement, c'est que Oufouette t'a distingué parmi les distingués. Oui. Mais quand on prend les armes, je suis désolé, il faut qu'on oublie cette page-là très vite. Je suis désolé pour M. Guillaume Soro, mais ça ne sera pas en Côte d'Ivoire. Bien. Alors, bientôt, je ne dirais même pas bientôt, M. Alassane Ouattara, quel bilan vous faites du pouvoir de ce monsieur? C'est une grosse colle. Parce que je cherche le mot qui serait le plus fort. C'est-à-dire que je préfère être gentil et puis dire, le cas de M. Ouattara, en fait, c'est une parenthèse qu'il faut oublier. Parce que c'est lui qui a cautionné la rébellion en réalité. Et d'ailleurs qui a motivé. Et ça, je pense sous le contrôle de M. Guillaume Soro, les mots de M. Guillaume Soro. Nous avons pris les armes pour M. Guillaume Soro, pour M. Ouattara. Ça a été dit finalement, je me rappelle, en 2015, lorsque le Conseil constitutionnel a considéré la candidature de M. Ouattara comme candidat dérivé. Je me rappelle, le commentaire de M. Guillaume Soro a été dit, enfin, tous les droits de M. Ouattara ont été reconnus, enfin,
le sens de la prise de nos armes vient d'être confirmé. Donc c'est pour M. Ouattara qu'ils ont pris les armes. Et donc, M. Ouattara devient comme la parenthèse chaotique, tragique de notre nation. Et je veux dire que tous les autres politiques, qu'ils soient du RDR, pardon, du PDCI et tous les autres qui étaient dans le RHDP, en fait, ils ont profité un peu de la prise des armes de M. Guillaume Soro. Mais M. Ouattara, il est le mobile et il est le bénéficiaire numéro 1. Et là où ça se confirme, c'est que les mutins disent « paye-nous » parce qu'on s'est sacrifié, on s'est battu pour que tu deviennes président. Donc, ta présidence, c'est notre présidence. Et il a payé de notre argent. Alors, ce que je dis est confirmé. Et donc, c'est la tragédie. Et donc, M. Ouattara, il s'est érigé là comme le père de la rébellion. Pour nous, il faut fermer cette parenthèse avec M. Ouattara. Et puis, on passe à autre chose. Non, en 2020, c'est fini. Oui, non, je peux vous le garantir. Et là, même en le disant, je prends un autre ton, même la casquette de membre de la coalition de gauche, qui est EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, dont je suis l'un des vice-présidents pour dire, il nous faut nous battre. Déjà, si j'embrasse ce mouvement politique de l'opposition, ça veut dire que je voudrais que ce soit la démocratie qui marche. Parce qu'on ne fera pas comme Ouattara en prenant les armes. D'ailleurs, on ne l'a pas fait. C'est pas maintenant qu'on le fait. La douleur vous rend rancunier, revanchard? Jamais. C'est-à-dire, et je préfère encore, vous voyez, on est ici en France, vous regardez tous les jours à la télévision, comment les Français parlent, critiquent le président, les gouvernants. Je vais aux États-Unis, je vois comment les gens parlent du président Donald Trump et tout. C'est ce que je fais. Nous sommes des intellectuels. Je veux avoir ma liberté de penser, ma liberté de parole, ma liberté de critique. M. Ouattara, on ne le critique pas. C'est là où le bas blesse. Quand tu es dirigeant et qu'on ne peut pas te critiquer, je suis désolé, mais tu ne mérites même pas de diriger une nation. On parle d'élections locales en ce moment en Côte d'Ivoire, et en même temps, on décrit cette série, il faut la réformer. Bon, aujourd'hui, il y a M. Konabédé du PDCI qui lance une plateforme. Il y a tellement de cacophonie. Et comme disait un politique ivoirien, il dit c'est seulement en Côte d'Ivoire quand on parle d'élection, le peuple a une piscouche de peur qui n'arrive même pas à dormir. Alors, oui, l'analyse de ce politique est juste, mais elle ne se réduit pas à la Côte d'Ivoire. En tant qu'observateur des élections, en tant qu'analyste de la situation sociopolitique en Afrique en général, ça ressemble à toute l'Afrique. Dès qu'on parle d'élections, surtout au niveau présidentiel, toutes les populations commencent à frémir parce qu'on va compter les morts. Ça se passe au Togo, ça se passe au Bénin, au Mali, partout où il y a une élection présidentielle, on a peur. C'est pour cela que je parlais tantôt de démocratie et droits de l'homme, les deux vont pratiquement ensemble. C'est notre cheval de bataille. Oui, actuellement, il se passe des choses en Côte d'Ivoire. Et comment vous voyez la sortie depuis Paris? Quelle orientation vous comptez donner pour éviter ce chaos entre guillemets et cette psychose qui prend, même nous qui sommes dans la diaspora, nous avons plus peur même que nos parents qui sont sur place. Oui. Alors, ce que je peux dire sur la question, c'est qu'en réalité, nous devons pouvoir dire à nos parents, nous devons pouvoir dire à nos parents que d'abord la démocratie, je veux dire que maintenant nous sommes déjà en plein dans l'action. Donc en tant que leader d'opinion, leader politique, nous devons trouver les voies et moyens pour contourner cette période chaude qui arrive. Quelles sont ces voies et quels sont ces moyens? D'abord, c'est de se parler entre leaders politiques et puis de se coaliser. Parce qu'en politique, en démocratie... Vous adhérez à la plateforme lancée par M. Konabédé. Oui, mais puisque je suis déjà dans une plateforme qui s'appelle EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, il revient maintenant. Si le PDCI RDA du président Bédié est déterminé à ce que la démocratie s'impose en Côte d'Ivoire, nous devons peut-être parler. Parce que nous, on est dans cette logique-là. Nous considérons que tout le mandat de M. Ouattara, la démocratie est en parenthèse. Parce que sa façon même d'être candidat ne respecte pas toujours la Constitution. Sa façon de changer la Constitution de mon pays, de notre pays, de façon unilatérale, il ne respecte même pas les principes. Donc peut-être qu'il faut à un moment donné que les fils du pays, quand je dis les fils du pays, je n'en exclus pas, mais j'interpelle ceux qui ont vraiment l'amour de la patrie. C'est pour ça que je fais un clin d'œil au PDCI RDA. Parce que, quand le veuille ou pas, on a tous été à l'école de Fouette-Boigny.
Et ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Tous nos parents étaient des militants comment dirais-je, du PDCI RDA. Mon père, par exemple, est un des secrétaires de base à Divo. On est tous des enfants du PDCI RDA. D'accord? Donc nous, dont le cœur vibre au rythme de la patrie, au rythme de la biganaise, il faut qu'on se dise, attention, doucement, on est allé trop loin. Maintenant, coalisons-nous pour arracher notre pays. C'est un appel que vous lancez à M. Dédi en ce moment, alors, au nom de l'EDS. Non, bon, pas au nom de l'EDS, parce que c'est le président chez nous qui est habilité à le faire, c'est lui qui est notre porte-voix. Mais nous réfléchissons dans les coulisses à la meilleure formule. Et ce que je vous dis là, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est le moment où les fils du pays doivent réfléchir par deux fois. Là, on nous parle des municipales et des régionales. Là où le chef de l'État, le 6 août 2018, a dit qu'on doit réformer la commission électorale indépendante. Il s'est dédié récemment pour dire que vous avez mal entendu, il n'a pas dit que c'était avant. C'est avant ça qu'il dit, c'est après. Oui, cette façon de se dédier, cette façon de se dédier discrédite la présidence de la République. Parce que vous savez, souvent nos aînés, nos dévanciers, c'est pour ça que je travaille sur la démocratie. Il y a des choses qu'ils doivent savoir. Pourquoi vous baissez le ton? Je baisse le ton parce que c'est grave. Quand on incarne la fonction présidentielle, il y a des erreurs qu'on ne commet pas. C'est-à-dire que quand un chef de l'État a parlé, il incarne la nation. Il ne doit pas se tromper. Et puis en français, quand on dit avant les prochaines élections, l'adjectif qualificatif prochaine, ça veut dire celles les plus proches. Donc les municipales qui arrivent. On va changer la commission avant. Et d'ailleurs, c'est une injonction de droit. Il dit qu'il respecte la communauté internationale. Mais il y a une justice sous-régionale, Union africaine. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne une décision de justice. L'État de Côte d'Ivoire avec des avocats. L'ONG APDH qui a intenté l'État devant les juges avec des avocats. Et le droit a été dit. On nous donne 1 an pour changer la commission électorale indépendante. Il n'obéit pas. Et puis, il fait que cette commission... Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple exceptionnel. Il subit. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il peut réagir. Oui, la commission vous donne des éléments pour dire, bon voilà, oui. Et vous êtes assis dans les bureaux comme ce que nous sommes en train de faire de la parlotte, et le peuple vacille, va à ses occupations, comme si de rien n'était. Non, c'est pas quand même la Cour des droits de l'homme qui va encore venir en Côte d'Ivoire pour dire, bon, faites ci, faites ça. Récemment, quand juste a tenu des propos, il a été interpellé. Donc du coup, la violence brime la parole. Alors, la question de la parlotte, puisque oui. Tu as considéré, oui. On peut se tutoyer, oui. que non, nous faisons notre travail d'intellectuel, de journaliste, on réfléchit, on donne des idées, les politiques les prennent, ils les mettent en action, donc chacun son rôle. Mais ce n'est pas que la politique, entre nous et les politiques, qui a failli? Alors, beaucoup de politiques ont failli. Parce que n'oubliez pas qu'autour de M. Ouattara, il y a des politiques. Regardez un peu, sans envoyer une pique assez dangereuse, assez méchante, mais le PDCI au RDA aurait pu nous aider, qu'on aurait réglé ce problème avant 1 an, avant 2 ans. Il a fallu que M. Ouattara touche à l'intérieur de la machine du PDCI RDA pour que le président Bédié comprenne avec qui il avait fait une alliance. Parce qu'il faut le dire aussi. C'est un pacte que c'est pas une alliance. Oui, c'est même. Enfin, je pense à l'appel de Taoukro. Je pense à l'appel de Taoukro. Moi, je me dis, ça quand même pas. Faire une alliance, un peu sainte et sacramental. Alors qu'un pacte, c'est complètement diabolique. Je suis tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est heureux que le président Bédié comprenne qu'en réalité, toutes les réflexions que nous menions depuis contre M. Ouattara, ce n'est pas qu'on a quelque chose contre ce monsieur. Mais on a compris qu'en réalité, est-ce qu'il aime vraiment la Côte d'Ivoire? Parce que, je vous assure, en tant que militant des droits de l'homme, les malversations économiques que nous voyons, la façon dont les finances de notre pays sont dilapidées, la façon dont le peuple croupit dans la galère, aucun président, même Guy Robert, même le putschiste, il n'a pas affamé notre peuple de cette façon. Jusqu'à ce que la communauté internationale, à travers l'Union européenne, se dit, mais il y a un problème. Les chiffres sont bien beaux. Hein. Les chiffres mirobolants sont bien beaux. Mais la réalité est tout autre. Les Ivoiriens souffrent. Et donc aujourd'hui, il est heureux si le président du PDCI a compris qu'à travers certains de ses proches, on veut diviser son propre parti. Parce que quand vous touchez au PDCI-RDA, même si nous ne sommes pas des gens, des enfants du PDCI, enfin des militants, ça nous touche parce que c'est le parti qui appartenait au RDA
Rassemblement démocratique africain. Donc c'est-à-dire que quand on a étudié au lycée, on a étudié le PDCIRDA parce qu'on a étudié au feu de Boigny. Donc quelque part le monsieur a touché là où il ne fallait pas. Et le président Bédié a compris. Donc j'espère qu'à travers le président Bédié, tous les cadres de ce parti, parce qu'on a tous nos grands cadres de la Côte d'Ivoire qui viennent du PDCIRDA, on a tous été formés par... On a des amis, etc. Moi-même, on a des parents dedans. Ils ont compris. Je pense que là, avec eux, on va peut-être réfléchir pour sauver notre pays. Parce qu'il faut sauver... Faut-il aller à ces élections? Jamais. Tant que la commission électorale indépendante n'est pas réformée, il n'y a pas d'élection qui nous engage. Regardez un peu, il y a des hypothèses. Je sais que EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, quand je parle de EDS, c'est comme si je parlais maintenant du FPI du président Laurent Gbagbo, je parle de l'UNG de Stéphane Kipré, je parle de Grande Afrique du Dr Boga, je parle de l'AIRD, du ministre Kaye Eric, je parle de tous ces, M. Abou Sissé, je parle de toutes ces personnes qui se sont mises ensemble. C'est de ça que je parle. On a déjà dit et clairement, tant que cette commission n'est pas réformée, il n'y aura même peut-être pas d'élection. Et c'est ce que le président de la jeunesse de EDS Justin a bien formulé. Maintenant, il reste du côté du PDCIRDA. Je pense que dans ces jours-ci, il doit prendre une décision. Il faut qu'ils assument de sorte que le monde entier voit que si le parti du président Laurent Gbagbo et la coalition EDS et le PDCIRDA du président Aïkola Bédié ne sont pas à ces élections, elles sont mortes d'office. Oui, mais moi, je n'ai jamais vu dans aucun pays du monde une élection qui s'organise et qu'on dit non, elle est invalidée parce que tout le monde n'a pas participé. Alors, vous savez, en politique, M. Ouattara, par exemple, a été élu en 2015. Mais quand vous voyez, parce que vous voyez les plans que vous voyez là, souvent quand ça les arrange, ils prennent. Mais au fond, ils savent ce que vous valez, ce que vous pesez. Quand vous êtes élu avec 8%, et vous pouvez gonfler, vous faire joli, 30%, en réalité, il sourit parce que vous ne pesez rien. Un président qui n'est pas en concordance avec son peuple, c'est un mal élu. Imaginez un peu, si déjà la coalition du président Laurent Gbagbo se retire, la coalition du président Aïkola Bédié se retire, les maires qui seront élus dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'ils voudront? C'est pour cela que, quand vous dites, oui, même si quelqu'un a été élu avec 1%, il devient maire. Mais moi, je préfère un président qui est de cette façon-là, le président des uns, décrié par les autres. Il n'a pas l'onction. Il n'a pas le peuple avec lui. Et son pouvoir est suspendu. Ces maires-là, moi je pense que la sagesse va habiter M. Ouattara. Comme elle l'a habité, sous la contrainte, pour sortir tous les prisonniers politiques, y compris la première Simone Gbagbo, il serait gagné par la sagesse pour reporter cette élection. Il n'y a pas les prisonniers politiques. Oui, il y a surtout les militaires. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que ces militaires vivent encore? Oui, ils vivent. Je sais que le général Dogo vit. Je sais que... Parce que si on ne parle pas d'eux, oui, si on parle... Non, ils vivent. Bon, avec la Côte d'Ivoire, il faut être très prudent. Oui, non, ils vivent. Ils vivent. Je sais que le commandant Abé vit. Je sais que tous ces hauts soldats vivent. Pourquoi ne pas les libérer? Mais en réalité, vous voyez, M. Etienne, c'est une incongruité. Le soldat de la République, il est là pour obéir à des politiques. Quand les hauts dirigeants du pays sont libres, pourquoi vous accusez les soldats? Est-ce que le général Dogo a mal fait de défendre la République? Mais quand la République sera attaquée demain, là, les Ouattara que M. Ouattara a nommés, là, ils ne vont pas défendre la République. Pourquoi vous mettez le soldat en prison alors que ceux qui sont considérés comme les politiques, les donneurs d'ordre sont dehors? C'est une incongruité. Si on veut aller à la paix, si on a sorti Mme Gbagbo de prison, ce n'est pas les généraux là qu'on va garder, parce que les généraux, ce sont des exécutants. C'est l'exécutif qui est le chef de la nation et le chef suprême des armées. Voilà. Vous aimez votre pays, la Côte d'Ivoire? J'adore ma Côte d'Ivoire. Elle me manque. Cela fait bientôt 8 ans. J'ai hâte d'y retourner. Et comment vous la voyez dans les 2 ou 3 ans à venir? Dans les 2 ou 3 ans à venir, au-delà de 2020, c'est une belle Côte d'Ivoire qui va s'écrire. Une très belle Côte d'Ivoire. Parce que je sens que cette crise a réveillé l'instinct patriotique, l'instinct national des Ivoiriens. C'est en cela que la crise, quelque part, nous aura servi. Parce qu'on avait un beau pays dont on n'avait pas pris conscience. Aujourd'hui, on voit que ce pays nous est cher. Je voyage, je vais aux États-Unis, je t'assure que
Quand je vois le drapeau sur chaque maison, dans les stations d'essence, je dis waouh, ces gens ils aiment leur pays. C'est ce qui est en train de naître en Côte d'Ivoire. On va aimer notre pays plus que jamais. Donc à partir de 2020, on va bâtir une nation solide, forte, aimée par les citoyens. Mais peut-être ce sera sans Ouattara, malheureusement. Ce sera peut-être sans ceux qui ne veulent pas comprendre que le pays doit passer avant les individus. Le pays doit passer avant tout. D'habitude, je donne 7, 8, 10 minutes à tous mes interlocuteurs. À celui-là, je ne sais pas à quel moment je vais l'arrêter, mais je suis obligé de l'arrêter. Et tout ce qu'il vient de nous dire, c'est un enseignement. Monsieur Boga, je ne vais pas résumer ce qu'il a dit, mais je retiens une chose. PDCI-RDA, ces élections locales, ce n'est pas bon pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. N'y participez pas. C'était le docteur Boga et Sako Gervais. On va l'écouter, on va le réécouter. Partagez comme vous voulez, c'est gratuit. Merci bien. C'est moi. Merci et merci à vous.